Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du cours d'analyse de film, pratique de l'analyse, licence 2, Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, année 2020-2021. Bon, c'est un cours d'analyse à la base et la substance de ce cours, c'est évidemment qu'il ait lieu en présentiel et qu'on puisse, avec vous, tous ensemble, passer des extraits, réfléchir au sujet de ces extraits, introduire des concepts d'analyse, les mettre à l'épreuve sur d'autres extraits, etc. Bon, évidemment, là, on est bloqué, donc je dois faire passer ce cours en distanciel, donc ça devient un peu un cours magistral, mais initialement, c'était pas vraiment ce qui était prévu. Donc j'aimerais bien que vous gardiez toujours à l'esprit que ce cours est moins là pour, je dirais, vous transmettre de monumentales informations dont votre avenir dépend, que pour vous amener des éléments de réflexion au sujet du cinéma et de sa manière de raconter des histoires, et de ses multiples manières de raconter des histoires. C'est vraiment comme ça que j'aimerais que vous le preniez et donc ce qu'on opère à l'intérieur de ce cours, c'est qu'on va se balader un petit peu avec certains concepts, avec certains films qui permettent de façon intéressante de poser cette question fondamentale de ce que sont ou de ce que peuvent être les récits cinématographiques, étant donné qu'on prend toujours la question de l'histoire et du récit sous l'angle de la spécificité du cinéma, c'est-à-dire pas de ce que le cinéma a en commun avec les autres arts raconteurs d'histoire, ce qui reviendrait en fait à étudier simplement les histoires, la structure des histoires indépendamment de leur médium, mais au contraire ici ce qui nous intéresse le plus c'est la façon spécifique dont le cinéma par ses moyens propres, par l'image en mouvement, par le cadre, par la mise en scène au sens large, par le montage, par le rapport image-son, de la manière spécifique donc et éminemment singulière dont le cinéma raconte des histoires. Quelles histoires peut-il raconter de cette façon-là? Comment peut-il les raconter? Quelle fonction narrative particulière assure-t-il lui et lui seul dans notre environnement culturel? Donc parfois on fait des petites comparaisons évidemment avec la littérature notamment, mais c'est surtout pour, et c'est pas pour hiérarchiser entre les deux arts évidemment, c'est surtout pour vraiment cerner la spécificité du cinéma. C'est pour ça que je dis de manière un peu provocante dans la précédente vidéo qu'il ne s'agit pas d'un cours sur le scénario, il s'agit d'un cours sur les histoires et les récits cinématographiques et c'est très différent des scénarios qui sont des avant-textes écrits. Donc à ce sujet, j'aimerais évidemment vous mettre un petit peu, je dirais, en tout cas, marquer plutôt la distance avec des approches telles que celles que produisent dans l'espace public certains grands gourous du scénario, euh, des, des gens comme par exemple John Truby ou Robert McKee, on pourrait citer d'autres noms, qui font des tournées mondiales extrêmement bien rémunérées pour faire des séminaires, qui tournent des vidéos qui sont vues à des centaines de milliers de vues, pour apprendre aux apprentis scénaristes les règles du succès dans le scénario cinématographique. Ces règles du succès étant très intimement liées en fait à des grandes règles dramaturgiques qui existent depuis toujours et qui ont été particulièrement étudiées par exemple par Joseph Campbell dans son étude du monomythe, hein. Ce qui renvoie un peu à l'idée que de toute façon, pour raconter une histoire qui marche, il faut raconter toujours un peu la même histoire, hein, c'est-à-dire une situation initiale perturbée par un événement, puis ensuite toute une série de péripéties qui amènent vers un dénouement. Cela se fait en 3, 5 ou 7 actes selon les différents gourous ou sorciers du scénario. On retrouve toujours des archétypes comme par exemple l'affrontement entre le désir et la loi. On retrouve toujours l'idée que le personnage principal est inscrit dans une quête qui va le mener à une évolution. Bon, je dis pas que tout ça, alors ça a été synthétisé notamment par Christopher Vogler par exemple dans son guide du scénariste. Je dis pas que tout ça est inintéressant, mais en fait tout ça ne parle pas de cinéma. Tout ça parle des histoires en général, et vous pouvez appliquer ces règles entre guillemets aussi bien à des romans qu'à des récits mythologiques, qu'à des contes de fées.
Donc moi, très clairement, dans ce cours, je m'éloigne radicalement, non seulement de ces espèces de visions de prêt-à-penser scénaristique qui finalement uniformisent quand même, contribuent énormément à uniformiser l'ensemble des films grand public que l'on regarde, et y compris des séries, hein, et si on a un peu l'impression que tout se ressemble et qu'on peut prédire les péripéties et la fin d'un film très facilement, c'est aussi parce que tout le monde utilise les mêmes recettes. Tant que ça marche commercialement, il n'y a pas de raison d'en changer. Mais bon, on va dire que du point de vue de l'art du cinéma, parfois on voudrait peut-être explorer un petit peu plus de variété. Et c'est justement ce qu'on va faire dans ce cours, explorer un petit peu plus de variété en ce qui concerne les multiples possibilités qu'ont les films de raconter des histoires, à partir du moment où on prend vraiment en compte les spécificités du médium. Toutes ces approches sur comment écrire un bon scénario, ce n'est pas ici l'objet, parce que je ne veux pas du tout avoir une approche prescriptive de toute façon, et puis par ailleurs, ce n'est pas le scénario lui-même qui est le cœur de notre réflexion dans ce cours, mais c'est la façon générale dont le cinéma raconte des histoires, dont le scénario peut être une partie constituante, mais une partie parmi d'autres. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à voir au niveau de la mise en scène et du montage. Alors, ce que je viens de dire n'annule pas le fait que si on veut essayer de réfléchir à la façon particulière dont le cinéma raconte des histoires, on peut aussi le faire avec des critères qui ne sont pas totalement spécifiques au cinéma. Je ne milite pas pour qu'on éradique ces critères universels qu'on retrouve dans tous les types de récits, quel que soit l'art ou quel que soit le médium raconteur d'histoire. Je suis plus pour qu'on les relativise et qu'on prenne vraiment en compte en même temps, en parallèle, les spécificités du cinéma, de l'image mouvante enregistrée, du montage, dans la constitution des histoires que raconte le cinéma. Donc si on veut parler par exemple de mécanismes, je dirais, un peu universels pour raconter des histoires, c'est-à-dire des mécanismes qu'on peut vraiment retrouver dans tous les médiums, on peut le faire aussi bien. Hein, c'est tout à fait intéressant. Alors par exemple, on a pu mettre en avant certains mécanismes que le cinéma utilise beaucoup et qui sont très intéressants. En effet, certains mécanismes narratifs, comme par exemple ce qu'on appelle le fusil de Tchekhov. C'est inspiré évidemment de ce dramaturge russe du début du XXe siècle. Le fusil de Tchekhov, c'est donc à l'intérieur du théâtre un élément du décor qui, s'il fait partie du décor, doit avoir une utilité narrative. C'est-à-dire que si on entre dans le décor avec les personnages, que c'est un décor de maison et qu'il y a un fusil accroché au mur, le fusil doit être là pour quelque chose. Il doit servir à un moment donné dans l'action. C'est une façon de susciter déjà chez les spectateurs de la scène certaines attentes ou certaines anticipations par rapport à ces détails qu'ils observent, mais c'est aussi une sorte de règle dramaturgique visant à maintenir dans l'espace scénique uniquement ce qui est absolument indispensable à l'action, ce qui est pertinent pour l'histoire. Donc des exemples de fusils de Tchekhov, il y en a des milliers dans le cinéma. Le MacGuffin, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Ça a été plutôt développé dans le cinéma comme concept, mais ça a essaimé dans d'autres médias tout aussi bien, parce qu'on peut très bien imaginer un MacGuffin en littérature. Le MacGuffin, en fait, c'est un prétexte au développement d'un scénario. Et Alfred Hitchcock en a beaucoup parlé, notamment dans ses entretiens avec François Truffaut, en expliquant que dans plusieurs de ses films, notamment dans La mort aux trousses, North by Northwest en 1959, il y a une sorte d'élément de récit, d'élément de l'histoire qui semble principal, qui semble absolument central. Par exemple, dans La mort aux trousses, c'est une statuette qui contient des microfilms avec des secrets gouvernementaux, et c'est censé être le moteur de l'intrigue, qui est une intrigue d'espionnage en apparence. Mais en fait, cet élément central de l'histoire n'est qu'un prétexte pour développer d'autres choses, d'autres histoires en parallèle, et notamment dans La mort aux trousses, l'histoire
qui apparemment intéresse le plus Hitchcock, celle sur laquelle sa mise en scène se concentre, et c'est de cette façon qu'il signale au spectateur que c'est vraiment l'histoire la plus importante, c'est l'histoire profonde derrière l'intrigue apparente, c'est l'histoire de l'évolution du personnage de Roger Thornhill, joué par Cary Grant, notamment dans son rapport avec les femmes et la façon dont il va quitter l'influence proéminente et castratrice de sa mère pour réussir enfin à s'inscrire dans une relation avec le personnage de femme incarné par Eve Marisent. Donc le MacGuffin, voilà, c'est une sorte d'appât pour spectateurs qui ont envie qu'on leur raconte des histoires bien définies pour les emmener finalement vers autre chose. C'est super intéressant évidemment ce qu'en fait Alfred Hitchcock dans plusieurs de ses films, et notamment dans La mort aux trousses, donc que je vous conseille de voir absolument si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est un merveilleux exemple d'un film qui a toutes les apparences d'une sorte de blockbuster d'action, matinée de comédie, avec à la fois une grande légèreté, une grande virtuosité, de l'action à peu près tout le temps, et en même temps un film qui, grâce à la mise en scène et au montage, nous amène vers quelque chose de très profond sur la nature humaine, sur l'évolution d'un personnage masculin confronté à certains troubles psychosexuels, on pourrait dire. Bon, du coup, derrière l'intrigue apparente, on voit apparaître une histoire beaucoup plus universelle et beaucoup plus profonde. Et Alfred Hitchcock a vraiment été un maître dans cette manière d'insérer et de traiter par les moyens du cinéma des histoires philosophiquement profondes à travers une apparence de thriller grand public, pour lequel d'ailleurs il remplissait parfaitement le contrat, puisque ces films étaient pour nombre d'entre eux, et notamment La mort aux trousses, de grands succès dans les salles. Voilà, alors je vous propose juste pour avoir toujours un petit peu des extraits avec nous pour accompagner nos réflexions, de voir maintenant un extrait qui est le tout début du film de Samuel Fuller, The Naked Kiss, pardonnez mon accent anglais, The Naked Kiss, 1964. Je ne vous dis rien spécialement sur ce film parce qu'on va entrer dans ce film au tout début. Et je vais également enlever mon image, voilà qui est fait. C'est parti. $800. You parasite. I'm taking only what's coming to me. 50, 60, 70, 75. I'm not rolling you, you drunken witch. I'm taking only the $75 that's coming to me.
voilà, quel début de film, n'est-ce pas, hein, 1964, pas de scène d'introduction, pas d'exposition longue sur qui sont les personnages, que font-ils, etc. Non, tout de suite, on arrive dans le film et on est au cœur d'une bataille entre un homme et une femme. C'est violent, c'est direct, ça a énormément d'énergie. À la suite de ce conflit dont on ne connaît pas la cause, hein, donc c'est assez notable pour être signalé, on a cette espèce de plan, presque un regard caméra, avec cette femme qui renégocie avec sa féminité, puisque la séquence la problématise beaucoup, étant donné qu'on découvre notamment qu'elle est chauve en dessous de sa perruque, et à la fin on la voit se remaquiller, redéployer les atours considérés comme féminins dans le contexte de l'époque. Donc c'est à la fois moderne en termes de thématique, puisque le concept de la féminité est problématisé dès le début, et puis c'est moderne également en termes de mise en scène et en termes d'inscription dans le récit, puisque les spectateurs sont lâchés dès le départ au milieu de cette action qui est absolument pas explicitée. Donc c'est aussi un moment de l'histoire du cinéma suite aux innovations notamment des cinéastes de la nouvelle vague, où de plus en plus ces formes de modernité dans la manière de raconter essaiment, y compris au cœur du cinéma américain de relativement grande consommation, dans lequel s'inscrit Samuel Fuller, à travers un procédé qui est le début in media res, c'est-à-dire au cœur des choses, un début de récit qui, en l'occurrence, ne s'embarrasse pas de scènes d'exposition, ne s'embarrasse pas d'explications, plonge directement les récepteurs de ce récit au cœur d'une action. Et cette stratégie narrative d'ouvrir le récit par un début in media res, évidemment, elle n'est pas spécifique au cinéma. Ici, on en a une très belle illustration cinématographique, et il est évident que le montage très énergique et très rapide de Samuel Fuller contribue à nous plonger vraiment au cœur de cette action. Mais on pourrait très bien imaginer un équivalent du début in media res en littérature ou au théâtre tout aussi bien. Donc ça reste évidemment très intéressant, hein, Fusil de Tchekhov, MacGuffin, début in media res. Ce sont des exemples, voilà, de procédés narratifs qui sont intermédiaux, si j'ai envie de dire, ou transmédiatiques, qu'on peut retrouver absolument dans chaque forme médiatique, dans chaque forme d'art. Et ça reste très intéressant de les analyser, de les comprendre au cinéma, même si donc ce cours, lui, va plutôt se centrer sur des procédés spécifiques au cinéma. Un des procédés spécifiques au cinéma, c'est le montage, évidemment, et j'y reviendrai très souvent, mais c'est-à-dire le sens narratif que peuvent avoir deux images quand elles sont collées l'une avec l'autre, ou une succession d'images lorsqu'elles se succèdent les unes aux autres. Mais ce que je voudrais faire dans un premier temps, c'est revenir brièvement sur des choses qui ont été dites lors des précédentes vidéos. On a ouvert ces séances en distanciel avec un extrait des Lois de l'attraction de Roger Avary, film de 2002, et avec cet extrait de l'étudiant nommé Victor qui se rappelle et qui raconte à ses camarades à son retour son été passé à sillonner les grandes capitales européennes et à vivre toutes sortes d'aventures liées notamment au sexe et à la drogue. On a terminé ces séances, ces dernières séances, avant celle-ci, avec la projection d'un des films les plus violents et les plus radicaux de l'histoire du cinéma, une sorte d'expérience limite, qui est Arnulf Rainer de Peter Kubelka, 1960, qui est un film expérimental intégralement composé d'écrans blancs et d'écrans noirs. Je ne sais pas si vous avez fait le lien entre les deux extraits, mais ce lien peut être fait assez facilement, et il nous prouve que finalement le cinéma expérimental, même le plus radical, même le cinéma expérimental abstrait qui ne représente rien, donc qui a priori ne raconte rien au sens traditionnel du scénario, mais dont on a vu qu'il racontait quand même, hein, ce cinéma-là peut nous aider aussi à comprendre le cinéma narratif représentatif plus courant, le cinéma qui sort en salle, qui est distribué, etc.
Pourquoi? Parce que ce que Arnulf Rainer contient en fait, à l'état pur, une vérité qui est également celle de l'extrait des lois de l'attraction de Roger Avary et du flashback de Victor. C'est que le flashback de Victor, il y a des images qui sont tellement rapides qu'on peut à peine distinguer leur contenu. Ce qui fait qu'au final, l'événement narratif principal, parfois, c'est pas uniquement ce que contiennent les images, c'est aussi le fait que les images changent, que les images bougent, que les images se succèdent les unes aux autres, à un rythme très rapide, tellement rapide que nous-mêmes, en tant que spectateurs, on a du mal à suivre, et on a vu que c'était parce que le réalisateur avait conçu son flashback pour coller aux représentations mentales de Victor et à la rapidité avec laquelle les images souvenirs défilent à l'intérieur du cerveau humain. Nous-mêmes, lorsque nous nous rappelons d'un été de voyage ou de vacances, nous allons avoir une succession très rapide d'images qui vont nous venir dans notre cinématographe intérieur, notre cerveau, notre esprit. Et le réalisateur a pris le parti de coller à cette représentation-là qui est propre au personnage, ce qui rend l'action relativement peu lisible pour les spectateurs, et ça remplace les événements dont les images que les images contiennent, en tout cas ça remplace partiellement les événements que les images contiennent, par un autre événement qui concerne l'image elle-même, c'est-à-dire le fait que ça bouge et que ça varie de façon rapide. Et par conséquent, si on se retrouve avec Arnulf Rainer devant un film dont c'est ça l'événement narratif, la succession des images, et ce sont des images qui ne représentent rien d'autre que des écrans blancs et des écrans noirs, on voit qu'en fait, en termes de que les deux films, en fait, ou les deux extraits, eh bien, mènent un récit qui est le récit de notre rapport perceptif au film, et qui est le récit en fait du film lui-même en tant qu'objet technique, c'est-à-dire un défilé d'images. Alors, c'est un moyen parmi d'autres, par lesquels on peut relier le cinéma expérimental le plus radical ou le plus audacieux avec des formes de cinéma un petit peu plus courantes. Mais c'est vraiment pour dire que entre le cinéma narratif représentatif et le cinéma expérimental, il ne faut surtout pas dresser de frontières absolues, intangibles, qu'on ne pourrait pas franchir, parce que en fait, ce sont deux facettes d'un même art, l'art du cinéma, ces deux facettes sont toutes les deux engagées dans une manière de narrer, de raconter des histoires à travers des successions d'événements dans le temps. Et si on les met en relation, en fait, on peut aussi bien comprendre des choses intéressantes sur le cinéma expérimental à partir du cinéma narratif représentatif courant, et des choses sur le cinéma narratif représentatif courant à partir du cinéma expérimental. Donc je voulais savoir, je ne saurais pas parce que c'est difficile pour vous de me répondre actuellement, mais si vous aviez pensé à ça, à mettre en rapport l'extrait de Arnulf Rainer avec celui des lois de l'attraction, sachant que ce n'est pas grave si ce n'est pas le cas évidemment, puisque je me permets maintenant de vous le signaler. Je vais essayer dans ce cours de faire peut-être des capsules vidéo relativement courte, c'est peut-être plus praticable pour vous, et c'est la raison pour laquelle je vais clore cette première vidéo pour le jour d'aujourd'hui, en vous donnant rendez-vous dans très peu de temps, en tout cas pour moi c'est dans très peu de temps et pour vous c'est quand vous voulez, pour une deuxième vidéo pour avancer un petit peu sur la question du vocabulaire qu'on va utiliser pour parler des récits. Alors il y a tout le vocabulaire technique du cinéma bien sûr, qui ont été normalement déjà vus par vous dans les cours d'analyse de films qui existent en licence 1. Mais il y a aussi tout un vocabulaire propre à, je dirais, la narratologie et dont qu'on peut appliquer aux spécificités de ce langage particulier qu'on appelle le cinéma. Et on va faire un petit point simplement pour essayer de bien comprendre à quoi correspondent les différents termes et quand est-ce qu'il faut les employer. Par exemple, la distinction entre histoire et récit, on va revenir dessus un instant. Distinction entre histoire, récit, narration, fiction, diégèse. Voilà le programme de la prochaine vidéo et on va faire ça avec quelques extraits qui seront, je l'espère, que vous trouverez, je l'espère, pertinents pour illustrer ces différents points théoriques. Merci et à tout à l'heure.